Salut à tous et bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode de Live Talk. Et aujourd'hui, toujours en bonne compagnie. Donc, vous êtes sur l'émission Street Makers. Et aujourd'hui, nous sommes donc trois coachs. Donc, on vous spoil direct. On est avec Théo. Théo, comment tu vas, mec? Bah écoute, ça va, très bien. Et vous, comment vous allez tous les deux? Bah, moi, je sors de la séance, là, Ok. ma séance 3. Et c'est pour ça j'étais un peu dans le rush. Et voilà. Et toi, Max? Pareil, magnifique, tout va bien, moi. Comme toi, le rush. Le rush comme on aime. Ouais. Ah, les semaines passent à une vitesse incroyable, hein. Ah, de C'est fou. fou. Ouais. Du coup, pour vous faire le topo, Lift Trainer, c'est une entité de coaching donc spécialisée en street lifting. On a aussi une formation qui s'appelle Lift Trainer Global, ainsi qu'un suivi pour les coachs en street lifting. On a donc ce podcast, on a le Instagram sur lequel on vous invite à nous suivre. Et puis on a aussi YouTube, donc le YouTube Lift Trainer, le YouTube aussi de Fitmax. Et bien évidemment, donc nous sommes maintenant 4 coachs, Léna, Ahmad, Maxime et moi-même. Donc aujourd'hui, bah, super content de recevoir Théo. Théo, on s'est croisé quelques fois sur des compétitions, on s'est salué, mais on n'a jamais vraiment eu le temps de parler parce que sur les compètes, on vient souvent pour accompagner des athlètes. Donc en fait, on Exactement. travaille globalement. Et donc, on a peu de temps à consacrer à débattre, à faire connaissance. Donc là, c'était vraiment la bonne occasion. Et merci à Tesco d'ailleurs, parce que en fait, je t'ai vu sur le podcast de Tesco, et puis j'ai Ok. envoyé un message à Tesco. J'ai fait, mais tu sais que Théo, il faut trop que je l'invite et tout. Vas-y, je vais lui envoyer un message direct et tout. Donc voilà. Bah, c'est sympa, merci. Euh, Hein. donc justement, bah, pour t'introduire un petit peu aux personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais, ton parcours, Je en vais tant essayer que coach, de, en tant ouais, qu'athlète? de faire assez simple. Bah, du coup, moi, c'était au Cavazas. Mon parcours, il est assez classique. Je suis passé par tout ce qui est études en termes. Je suis passé par STAPS, par la fac, où j'ai eu 2 licences, un master en entraînement et optimisation de la performance sportive aussi. Et après, en fait, en parallèle, j'ai commencé à lancer l'entreprise de coaching. Donc, je faisais et mes études et j'étais en entreprise sur mon auto-entreprise pour faire du coaching perso de base en présentiel. En parallèle, c'est là où j'ai commencé aussi à faire du coaching en ligne sur 2, 3 athlètes que j'avais en street lifting au début. C'est comme ça que je me suis introduit petit à petit à la compétition et au coaching en ligne. Je faisais un petit peu mon parcours d'athlète progressivement parce que j'ai débarqué par le street workout avec tout ce qui est planche, front lever, ce genre de choses. Une fois que j'ai un peu expérimenté, exploré un peu tout cet univers-là, j'ai bifurqué sur le street lifting parce que ça commençait à vraiment mieux se structurer d'un point de vue compétition et autres. Et c'est là où j'ai fait quelques résultats, notamment, tu sais, j'ai déjà fait une traction only en 2023, je crois, où j'ai pu faire vice-champion de France. Donc, ça vaut ce que ça vaut parce qu'il n'y avait pas Ashura et les monstres des tractions à ce moment-là. Mais voilà un petit peu mon parcours. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire mon bonhomme de chemin. J'ai pu être formé aussi via des sports collectifs, notamment le rugby, avec la préparation physique donc à Provence Rugby, qui est un club en Pro D2. Donc en gros, il y a le top 14, Pro D2, et puis après, ça découle petit à petit. Puis j'ai fait une autre année d'expérience dans un autre club un peu plus bas, en Fédéral 1. Et puis après, j'ai compris que vraiment la partie club, c'était quelque chose qui était compliqué et j'avais du mal à me développer là-dedans. Et là, j'ai complètement lâché ça il y a quoi? Il y a un an pour vraiment me concentrer sur le développement de mon activité en tant que coach sportif présentiel, du coup, en salle, et en plus sur la partie street lifting en ligne. Donc voilà, donne à peu près le topo de ce que je fais, je pense. Ok. Et justement, alors toi, tu coaches en salle, tu coaches Ouais. dans une grande enseigne, une salle indépendante. C'est une salle indépendante. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans une autre salle indépendante qui a fermé. Donc, vraiment, du jour au lendemain, en 5 jours, j'ai appris que la salle fermait. Donc, il fallait trouver vite une solution de repli et c'était une autre salle indépendante. Donc, c'est pas Basic Fit ou Fitness Park, du coup. Ouais. Ok. Ok. Donc ouais, j'ai écouté moi ton dernier podcast. Et tu disais que là, ton objectif, c'est
on va dire, développer les deux parties. Tu veux pas te cantonner à juste une activité. Tu veux pas mettre tes œufs dans le même panier, de ce Exactement. que j'ai compris. Ouais. J'ai plutôt cette vision d'essayer de diversifier parce que je me dis que si j'ai un pôle qui, comme là, ça c'est déjà arrivé, qui doit, je sais pas, s'estomper ou en tout cas diminuer en termes d'activité, il faut que je puisse pouvoir rebondir rien que sur la partie revenu, tu vois, de pouvoir avoir toujours un truc qui vient combler s'il y a un endroit où ça baisse ou autre. Enfin, je sais pas, tu vois, je me déplace à vélo pour aller à la salle. Si je me le souhaite pas, mais si j'ai un jour un accident ou un problème, bon, depuis la maison, je peux quand même développer la partie en ligne qui est déjà un pôle existant, tu vois. Peut-être que je mettrai plus d'efforts et du coup, ça me permettra de prendre plus d'athlètes puisque j'aurai potentiellement plus de temps, tu vois. Donc, Ok. c'est plutôt cette vision-là que j'ai. Ça vient un peu de K-Swiss aussi, hein. Donc, voilà, lui, Mm. il a plutôt ce truc d'avoir le portefeuille toute saison, il appelle ça, et il estimerait qu'il faudrait au moins avoir 7 sources de revenus. Et je trouve que c'est un bon modèle, en tout cas, à garder en tête. Tu vois, le gars, là, lui, il gère les contrats avec les athlètes, et les coachings perso, et les coachings en ligne, et sa partie, on va dire, comment on appelle ça, programme à échelle, et ses formations. Donc, si demain, il veut plus faire de présentiel, il peut ne plus en faire. Et Ok. donc, c'est vers ça que j'aimerais bien aller, tu vois, sur ce développement-là, en tout cas. Ah, intéressant ça. De toute façon, c'est un super entrepreneur, hein. Ouais. C'est un mec qui a réussi, hein. Ouais, c'est un Ouais, bon exemple, je pense. il est très très fort, lui, hein. Oui, Ouais. vraiment. Et tu trouves pas d'ailleurs que dans le street lifting, on s'inspire pas assez justement d'entrepreneurs comme ça, comme lui? Tu penses que ça manquerait d'inspiration, c'est ça la question? Ou que justement vous Alors, en inspirez? alors même, je globaliserai la question plutôt, est-ce que tu trouves que ça manque pas d'une vision entrepreneuriale dans le street lifting et que c'est même un petit peu mal vu limite? Dans l'ancien, en fait, c'est compliqué parce que je pense que ça vient des croyances qui viennent avec ce sport. Déjà, ce sport de base, on pouvait le pratiquer de base dehors. Donc moi, j'avoue que quand j'ai commencé le street workout en dehors du street lifting, c'est que tu as des barres de traction dans un parc qui est accessible. Tu payes déjà pas ton accès au parc, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'au début, ça peut être plus compliqué pour les gens de se dire il va falloir payer une licence comme dans un club d'athlétisme, ce genre de choses pour accéder à des cours ou autres. Donc, potentiellement, qu'il y a cette croyance qui est restée ancrée un peu dans la tête des gens, je pense. Après, du coup, pour développer un sport, mais de toute façon, on va en venir, je pense que c'est le sujet aussi du podcast, on est obligé d'avoir une source de revenus, ou en tout cas d'avoir de l'argent pour pouvoir avoir du meilleur matos, pouvoir former des juges pour avoir des compétitions qui sont équitables, pas faire des compétitions de 8h à 21h avec l'électricité qui s'arrête et tout, parce que ça a pu déjà arriver. Elle était incroyable celle-là. Franchement, on se rappellera tous de cet effet Nessel. Alors, c'est exceptionnel parce que tu peux vivre que ça dans un sport qui est au début, tu vois. Mais c'est vrai qu'à terme, ça ne peut pas durer comme ça sur du long terme. Ça peut être OK sur du court, moyen terme. Mais si tu veux vraiment professionnaliser le sport, oui, je pense que la vision entrepreneuriale est nécessaire. Comme dans tout, finalement, hein. Et c'est ce que vous êtes un peu en train de mettre en place actuellement. Mm. Ok. Ça, du coup, on va le développer vraiment en deuxième partie de podcast, donc restez bien jusqu'à la fin. Et moi, j'aimerais bien Enfin, moi, j'ai plein de questions à te poser justement sur tout ce qui est ta vision de la programmation, du street lifting d'un point de vue général, parce que toi, je sais, tu t'es beaucoup formé, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai écouté ton podcast, pour vraiment en savoir aussi davantage avant que je te pose les questions. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait, tu t'es beaucoup formé et tu trouves que du coup, tu attaches une grande importance à la théorie, Oui, mais aussi une grande importance au terrain. Et du coup, tu t'es formé aussi vraiment d'une manière globale. Tu es allé très haut. Je pense que là, le master, je crois que c'est enfin, le diplôme le plus haut que tu peux passer dans, je dirais, le métier de coach, si je ne me trompe pas. après, tu pourrais Euh, aller jusqu'au doctorat en soi, mais tu fais de la ouais, recherche à la fin, quoi, tu vois. voilà, en fait, ça dérive après, Ouais. ça part sur autre chose. Et donc, tu as vraiment une vision globale. Toi, justement, comment tu appréhendes l'entraînement en street lifting? Est-ce que, genre, t'es du genre à avoir, on va dire, la programmation typique street lifting, même si
Je préchote un petit peu la réponse, ça va dépendre de l'athlète et des envies de l'athlète, etc. Exactement. Mais Ouais. est-ce que pour un mec, par exemple, peut-être pour être plus précis pour ta réponse, un mec qui veut vraiment faire de la compète en streetlifting Ouais. et qui a fait enfin, qui fait et qui en faisait avant, qui est familiarisé avec tout ça, est-ce que toi, tu es sur une programmation assez typique ou sur certains trucs un peu atypiques? Eh ben, tu vois, pour avoir par exemple encadré Max Amblard, parce que je parle de lui parce que c'est souvent quelque chose qui m'a marqué, comme on a travaillé longtemps ensemble. Il a un très bon niveau en streetlifting, tu vois. Ben, très loin des compétitions, je lui faisais faire des choses qui sortaient complètement du street. Donc, soit parfois on bifurquait vers du power, soit parfois carrément, je me souviens qu'en off-season, il voulait avoir cette partie un peu plus athlétique, donc c'était une envie. Il pouvait pas beaucoup s'entraîner. Je voulais stimuler son système nerveux pour pas perdre en termes de niveau de force. Je l'ai envoyé sur du sprint, tu vois. Je lui ai fait faire du sprint, je lui ai fait faire des box jumps, des trucs un peu plus explosifs pour développer ses capacités vraiment, comment dire, sa base, tu vois, de qualité physique pour que le jour où il veut repartir en compétition, même si on est très aspécifique, même si c'est très atypique, le jour où j'ai envie de repréciser pour remonter vers le pic et du coup atteindre le sommet, ben là, je peux parce que les qualités que j'ai développées un peu avant, même si elles vont un peu se perdre au fil du temps, elles vont lui servir parce qu'il a quand même un apprentissage moteur qui a pu être fait sur certaines qualités, une capacité à recruter certaines lignes de tissu, les ischios, les fessiers de façon très forte sur un certain schéma de mouvement que tu vas pouvoir récupérer sur un squat ou autre chose, tu vois. Donc c'est un peu dans cette idée-là. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais par contre, par Si. exemple, là, si j'ai un contrat de 3 mois ou même de 2 mois, où c'est très très court, et du coup je dois faire une compétition 2 mois après, j'ai pas le temps d'aller développer la base, entre guillemets. Donc je vais faire peut-être une période de 2-3 semaines, pas aspécifique, mais qui est un peu plus large, qui reste très ciblé sur les exercices compétitifs, mais qui est un peu plus large. Tu vois, si le mec il tire en chin-up, ben, je vais peut-être faire 2-3 semaines en pull-up, si ça parle un peu mieux à tout le monde. Et après, on vient spécifier direct, tu vois. Mais j'ai tendance à pas vouloir aller chercher directement le mouvement compétitif tout de suite, en tout cas. Je le mets, mais il va être avec une variante si c'est nécessaire, si c'est un facteur limitant, ou alors je vais aller chercher à élargir pour après recentrer et vraiment préciser. Mais c'est ma façon de faire, il n'y a pas de meilleur, hein. Voilà. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, je tournais un podcast hier et on disait que chaque coach, en gros, a sa vision, sa façon de travailler et aura sa spécificité au niveau de son approche, etc. Et Ouais. c'est ça maintenant, je trouve, qui est intéressant parce que aujourd'hui, vous faites du street lifting. Si vous êtes un peu renseigné, enfin, si vous faites vos recherches, bah, vous allez voir qu'il y a une pluralité au niveau des coachs qui est maintenant quand même assez intéressante. Mm. Et vous allez vraiment, je pense, pouvoir trouver la personne qui vous convient, vu le nombre de coachs maintenant qu'il y a. Justement, toi, comment tu vois, alors j'imagine positivement, hein, mais le développement justement des coachs en streetlifting, parce que finalement, je sais que tu es là quand même depuis un petit moment, Ouais. même quand tu Mm. disais, quand tu faisais plus de la calisthénie, du statique et tout, tu regardais, je pense, déjà ce qui se faisait un peu en streetlifting. Comment toi, tu as vu genre l'évolution au niveau des coachs, du coaching, etc. Est-ce que tu trouves qu'on va dans la bonne direction? Le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes sur le marché du coaching, moi je trouve que c'est plutôt Ouais. une bonne chose. Je trouve que c'est plutôt Mm. une bonne chose parce que du coup, tu as forcément. En fait, quelqu'un qui va choisir un coach, il va le choisir de par, je pense, sa technicité, sa capacité à t'accompagner, mais il y a aussi la partie relation entraîneur-entraîné qui est hyper important. Et donc, il y a des gens avec qui ben, ça va correctement passer au niveau du feeling. Et tu peux être le plus compétent du monde, et il y avait des gens avec qui ça va pas passer, qui ont besoin d'un autre caractère en face entre le coach pour avoir une bonne communication entraîneur-entraîné. Et finalement, tu peux avoir le coach le plus technique, le plus compétent. Si tu n'arrives pas à communiquer avec ton athlète, tu ne pourras rien lui faire passer en tout cas. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes, moi je trouve que c'est plutôt bien parce que du coup, tu peux correspondre à de plus en plus de profils d'athlètes différents et vraiment apporter. Enfin, ils peuvent trouver ce qu'ils aiment, quoi, tu vois. Ils peuvent tester et savoir dire, ben là, je suis bien avec cette personne, ben là, je suis mieux avec cette personne-là. Je préfère comment lui communique, je préfère comment lui il me parle et finalement, c'est ça qui fait aussi la perf, hein, je pense. Et tu penses que justement, moi je te rejoins totalement, hein. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et tu trouves que l'accompagnement et le coaching pur et dur en streetlifting, est-ce que tu trouves que ça a dans le bon sens
ou d'après toi, il y aurait des trucs peut-être qui manquent un peu, peut-être, ou qui seraient à modifier? Hésite pas, Max, aussi à réagir là-dessus. Est-ce que tu penses, je sais pas, moi, je sais qu'il y a des croyances, même encore en 2026, hein, peut-être qu'on s'inspire un peu trop du power, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, Bah, franchement, pour avoir eu une fois une expérience avec un mec en power, avec qui ça s'est pas hyper bien passé, pour être honnête, voilà, ça peut pas fonctionner à tous les coups. On a mis vite, rapidement fin au coaching, en tout cas, de mon côté et de son côté, parce que ça lui était pas profitable et ça m'a été pas profitable. Je trouve qu'avec le recul, les gars en power, en tout cas les athlètes, ont tendance à être facilement plus fermés à des méthodes un peu plus exotiques, entre guillemets, ou à des façons de faire un peu plus exotiques. Ils ont leur dogme, tu vois, c'est ouais, on fait de la programmation linéaire, faut monter en intensité de façon linéaire, le volume il va baisser de façon linéaire, et puis c'est comme ça. Tu vois, ils ont pas, ça c'est très fermé. Et je trouve qu'en street, on est quand même beaucoup plus ouvert. Parce que je sais pas, je sais pas pourquoi il y a ce truc-là. Donc je pense que tu vois, même tu parles tu vois, je pense, tu prends Tesco, il a quand même plusieurs expériences en dehors du street, d'un point de vue sportif. Il me semble qu'il a fait de l'athlétisme, je crois, à un moment donné. Donc, ça lui apporte une vision différente sur le coaching. Tu vois, pareil, Luc Men, je ne connais pas bien sa partie au niveau pratique sportive extérieure, mais il a l'air d'être assez curieux pour aller chercher ailleurs, en tout cas, et essayer de se dire, OK, ben, peut-être que ce truc de ce sport-là, c'est intéressant de la façon dont il aborde. Donc, je vais le mettre dans mon coaching, adapté forcément, mais ça me permet d'avoir une vision un peu plus large, tu vois. Donc, je pense que de par les coachs qui existent aujourd'hui, même toi, même avec Maxime et autres, bah, c'est plutôt intéressant l'accompagnement qu'il peut te proposer. Je trouve qu'on est beaucoup moins fermé, tu vois, par rapport à des coachs en power où on dit ouais, c'est comme ça et puis c'est tout. C'est plus marche ou crève, tu vois, j'ai l'impression en power. Donc, SVD. ouais, c'est SVD Moi, ça. forever. c'était un truc que j'avais avant, ça. J'avais vraiment la vision, c'est très fermé. Et en Ok. fait, plus temps passe, plus je me dis, bah, tu sais, c'est pour ça que je te rejoins pas mal sur ça. La vision un peu prépa physique, je trouve, elle est trop importante, tu vois. Parce que des fois, tu peux régler des problèmes Ouais. sur des, tu vois, par exemple, un truc tout con, un gars, il galère à, je sais pas, accumuler du volume. Bah, peut-être que des fois, aller sur des formats qui ont rien à voir sur ces exos de renfo, et ben, il va se retrouver à débloquer une compétence en plus, et ça peut lui débloquer un petit step supplémentaire, alors que tu aurais même pas pensé si tu restais dans ton coin, quoi. Ah, exactement. Je Exactement. trouve que c'est vachement sous-côté, tu vois. Je suis 100% d'accord. Et en vrai, si tu veux aller plus loin, en soi, moi, quand je vois la programmation d'entraînement, j'essaie plus d'identifier les facteurs limitants, mais je pense qu'on fait à peu près tout ça. Mm. Parce que finalement, tu peux faire du volume ou de l'intensité de façon assez classique. Si tu arrives à identifier le maillon faible, ben en fait, c'est ça que tu dois faire péter. Et peu importe la méthode que tu vas appliquer, en soi, elle va découler d'un principe qui sera toujours surcharge progressive et spécificité, plus ou moins. Tu vois. Donc, Ouais, ouais. après, Et moi, je derrière, suis ben, vachement d'accord avec ça. si ton facteur limitant, c'est ton manque de rotation interne de hanche pour descendre en bas du squat, bah, tu auras beau faire du squat posé toute ta vie, tu ne descendras pas plus bas, tu vois. Parce que tu as un facteur limitant qui est beaucoup plus profond, entre guillemets, et qu'il faut aller adresser. Et c'est ça qui te fera progresser après sur le squat. Si c'est ça qui crée des douleurs, des gènes, ce genre de choses, en tout cas. Enfin, moi, je suis beaucoup là-dedans en ce moment, donc j'en parle énormément et je le mets à toutes les sauces. C'est qu'une partie de la réponse, hein, mais voilà, c'est qu'une partie de la réponse. Et c'est extrêmement vrai et je ne saurais pas comment l'expliquer réellement, mais c'est vrai que les pratiquants en streetlifting, ils ont plus tendance, en fait, je pense que c'est un point fort et c'est un point faible à la fois. Je m'explique, mais c'est cool d'explorer d'autres pratiques, mais c'est aussi important si on veut vraiment performer de se spécialiser. Et je pense que même Max, tu as vu ça. Il y a un truc que je retrouve énormément en streetlifting qui n'y a pas du tout en power, c'est les gens qui courent, qui font de la course. C'est Mm. vrai. En streetlifting, il y a beaucoup, beaucoup ça. Alors, on pourrait l'expliquer de manière rationnelle parce qu'il y a un aspect de la composition corporelle qui joue peut-être aussi beaucoup plus qu'en power. Et encore que, hein, en power à haut niveau, les mecs, ils sont bien optimisés aussi de ce Oui. côté-là. Mais ça, j'ai l'impression qu'on le retrouve moins en power, par exemple. Même bon, alors ça vient de l'historique du sport, effectivement, mais tout le volume qu'on peut faire, notamment sur les tirages et qui s'y prête bien, comparé au poussé, bah ça, c'est un truc qui est quand même très ancré. Et c'est un truc en power, pareil, on le retrouve moins. Donc, ouais, je suis d'accord vachement là-dessus. Après, je dirais que
ça, les powers qui nous écoutent, ils seront peut-être pas d'accord avec moi et je vais pas me faire des copains, mais je pense que le street lifting est plus comment dire, est plus complet que le power. Déjà, il y a 4 mouvements, donc voilà. Et ça demande aussi des qualités physiques qui sont peut-être un peu plus larges qu'en powerlifting, quoi. Mais il y a Bah, rien qu'à clairement. prendre le muscle-up. Hein. C'est C'est déjà. ce que j'allais dire. Oui. La Voilà. proprioception qu'il faut sur un muscle-up, déjà, tu Bah, l'as il y a pas du tout sur le ça, reste. et puis même tu développes des qualités de vitesse sur des angulations que tu n'as pas en power déjà. Déjà, tu as un mouvement qui vient combiner tous les muscles sur le haut du corps. Tu as le tirage et la poussée. Et à des vitesses que tu n'atteindras jamais sur du power parce que tu n'es que sur de la force max. Donc rien que ça, déjà, tu as un mouvement qui représente la puissance. Donc tu es obligé d'aller travailler sur des entités sur le profil force-vitesse. Et la vitesse et de la force. Après, je dis ça, mais c'est pas vrai parce que si tu regardes Louis Simon avec Westside Barbell et je sais, c'est les méthodes Ouais. d'effort maximal et les méthodes d'effort dynamique, eux, ils travaillent comme ça. Et c'est pas hyper répandu en vrai. Mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que tu as des jours où tu fais du speed day, où tu fais travail de vitesse, et tu as des jours où tu fais du travail de force max. Et vraiment, c'est sur des patterns de mouvement qui sont compétitifs. Donc après, il y a le débat de est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile. Sur un sport où tu n'as pas vraiment ça, je pense que oui, mais c'est vrai qu'en street, du coup, on est beaucoup plus complet parce qu'on n'a pas le choix que d'y passer, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Après, Max, tu voulais dire un truc. dans un sens, déjà, tu peux le faire rapidement. En vrai, si tu as juste une séance technique, entre guillemets, où tu vas mettre beaucoup de vitesse, une séance un peu plus lourde, les gens, ils le savent pas, ils savent pas d'où ça vient, ils ont pas l'historique, mais naturellement, il y en a plein qui le font un peu sans s'en rendre compte, tu vois. Ouais. Dans l'idée, quoi. Ils ont pas le truc, mais dans l'idée, ils ont Non. le truc. Oui, mais ils font parce que c'est par habitude ou par culture. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et oui. Est-ce que, Max, justement, tu voulais débattre d'un sujet vis-à-vis de la programmation? Bah, il y a un truc, moi, que j'aime bien avec les streeteux, tu vois, ce que tu disais avant, en vrai, ça m'a bien parlé. C'est, moi, j'adore les exos en mode, on va dire, ouais, prépa physique, c'est un grand mot, mais des exos, tu vois, que tu fais pas régulièrement et que les gens connaissent souvent pas, tu vois. Genre un Ouais. sweet case carry. Bah, j'ai Ok. remarqué que quand on met un gars, un streeteux, il y a jamais aucun streeteux qui m'a dit je l'aime pas. J'ai jamais eu de power, mais je pense que si je l'avais mis à un power, qui se retrouve à faire des 100 mètres avec une haltère dans la main, je suis pas sûr qu'il soit méga fan, tu vois. C'est vrai que les streeters, je trouve, ils sont vachement ouverts, tu vois, sur les exos qui changent. Et en plus, t'as plein d'exos qui développent de ouf, en vrai. Je sais pas, tu fais un farmer carry à 60 et tu marches dans la salle, bon, tu vas avoir un vrai bon gainage à la fin, tu vois. Bah ouais, carrément. Et puis en plus, si tu le fais avec en sweet case, je suppose, si tu le fais, c'est quand tu dis que tu le fais qu'avec une main, du coup, Une seule main, entre ouais. guillemets. Bah après, il y a plein de Donc ouais, variations, en mais plus, moi, je le mets à tous oui, les sauces parce que je l'adore, cet exo. mais si tu le regardes, ouais, le mec, il le fait en overhead et tout. Mais en vrai, tu rigoles, mais c'est intéressant parce que du coup, tu développes aussi la capacité de rotation qu'on n'a pas. Tu vois, C'est on ça. travaille pas Tu sur la le bosses planche jamais, en vrai. transverse ou en strict. On n'a pas. On le fait Ça, jamais. c'est oublié, mais en vrai, quand t'es en suspension sur ton muscle-up, bah, t'es obligé d'être en anti-rotation constante, tu vois. Ben oui, exactement. Au Et on final, tu le vois. bosse pas, quoi. Même sur un squat, tu peux l'avoir, mais c'est toujours dans le même plan. Tout le Ouais, temps. c'est Tu as ça. jamais du plan latéral, tu es tout le temps dans le même plan. Voilà. Donc Mais ça ça, fait ça fait toujours un peur. petit truc à débloquer, tu vois. En Oui. vrai. Ça peut être un facteur limitant de Ouais, ne c'est pas y ça. être allé. C'est ça. Puis ça évite les blessures. En vrai, Euh, d'être fort dans tous les plans, tu vois, ça évite les blessures au final, tu vois. Ouais. Bah, d'ailleurs, moi, le week-end dernier, là, je suis allé voir Jabir dans son cabinet à Paris. Et bon, il m'a ausculté parce que j'avais des petites douleurs et tout. Et il m'a dit qu'il voyait toujours un peu les mêmes soucis, quoi, hein, c'est chez les streetlifters. Il m'a demandé de faire un Superman sur le ventre. ok. Euh, Bah, j'ai du mal à Sur le tenir ventre ou la sur les position. abdos? Et, et j'ai du mal à tenir la position bras tendu en avant, quoi. Genre, alors que normalement, ça devrait être plutôt simple. Et au niveau aussi de ma mobilité, c'est pas fou. Et c'est un truc qu'il retrouve énormément bah, chez tous les streetlifters qu'il a vu. Donc je pense que ça aussi, ça sera intéressant. J'en parle parce que je sais que Théo est sensible à tout ce qui est kiné, etc. Et je pense qu'il y a des choses aussi, pour le coup, qui ne sont pas encore assez mis en avant et des outils, en tout cas, qui ne sont pas assez utilisés pour la prévention et le travail
j'insiste sur le travail de la mobilité. Le travail de la mobilité, c'est pas faire des rotations comme ça ou ce qu'on faisait en EPS là. Ouais, Donc la vraie mobilité, c'est un peu chiant en vrai, on va pas se mentir. Je connais personne qui me dit putain c'est trop cool. En fin de séance, j'ai un circuit mobilité de 20 minutes génial. Mais je pense qu'il y a des trucs qu'on fait pas et qui vont, je pense, là, dans les mois, les semaines, enfin les années à venir, qui vont être plus popularisés parce que il y a des trucs pour moi là-dessus et je pense que tu seras d'accord avec moi, Théo, qui manquent. Il y a des trucs que, en fait, on retrouve chez quasiment tous les streetlifters et ouais. il y a des solutions en amont et on les fait pas encore en fait. On les fait pas parce que on les connaît pas. C'est pas qu'on veut pas faire, c'est que on connaît pas encore. Bah, T'as en vrai, remarqué ça aussi, ouais. Théo? Ah, bah, de toute façon, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas, déjà, de un. Donc, à partir de là, tu peux te dire qu'il y a forcément un truc dans la pratique qu'on a actuellement, nous, là, qui est incomplet. C'est sûr et certain. Peu importe le niveau de connaissance, déjà, il y a un truc qui est manquant. Après, ensuite, moi, ce qui m'avait choqué, c'était une fois, je crois que c'était pour les championnats du monde ou quoi, quand tu vois que tu as 8 athlètes, que ce soit hommes ou femmes, qui abandonnent pour déchirure au pec ou douleur au sternum à cause des dips, quand même, tu peux te poser des questions sur les prérequis articulaires. Tu vois, est-ce que tu as suffisamment d'extension d'épaule? Est-ce que tu as suffisamment de rotation interne ou externe sur ta partie gléno-humérale? Tu vois, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas travaillées. On va travailler le mouvement, qu'on appelle mouvement externe, donc les gros patterns, mais tu n'entraînes jamais tes articulations finalement. Et ton articulation, c'est la base de tout, hein. Celle qui fait remonter les informations sur ta position des segments dans l'espace, celle qui détermine les niveaux de force. Enfin, et c'est là où ton cerveau, après, il construit tous les tonus musculaires dont il a besoin, les relâchements, pas le relâchement, les contractions. Donc, franchement, oui, c'est un truc qui est important à travailler. Je pense que c'est un élément manquant. Et la vraie mobilité, en vrai, pour revenir sur ce que tu disais, tu ne peux pas la travailler en fin de séance, en vrai. Parce que c'est tellement prenant et taxant d'un point de vue Ouais, nerveux si tu le fais cuit, ouais. correctement que c'est un développement de la force, hein. Donc, en plus, tu ne peux pas développer toutes tes articulations d'un coup, sinon finalement, tu développeras rien, mais comme toutes les qualités physiques. Et tu es vraiment obligé d'aller cibler ce qui est. Enfin, il faut mettre une hiérarchie, tu vois. Si vraiment c'est ton épaule qui te fait mal et qui te limite complet, ben, il faut aller tabler là-dessus. Et puis peut-être que ta hanche, pour l'instant, bon, ben, on va chercher à maintenir les qualités et chercher à pas aggraver ce qu'il y a déjà, mais on le développera un peu plus tard. Ou alors, si on arrive à bien le faire, à bien agencer dans la semaine, ben, on arrive à développer les deux. Mais on ne peut pas tout développer, et la cheville, et le genou, et le dos, et le machin. Ça, c'est pas possible. En général, tu te concentres sur vraiment les 3 grosses articulations du corps humain, hein. Ça va être épaule, dos et hanche. C'est là où tu as le plus de gains, hein. C'était exactement sur cette voie-là que je voulais t'emmener, donc merci Théo. Bien. Renseignez-vous, vraiment, c'est hyper important sur ce qui est faisable. Et justement, faites des tests de mobilité. Ça peut, de toute façon, c'est intéressant d'en faire avec les athlètes avant même qu'il y ait des problèmes. C'est aussi pour ça que nous, bah, on travaille avec un kiné et qu'on les envoie en consultation avant même de commencer le coaching, justement pour faire un check-up. Parce que des fois, il y a des athlètes, en fait, ils n'ont pas de problème. Mais ils n'ont pas de problème sur l'instant T. Mais ça se trouve qu'il y a un truc qui va déjà pas, et puis dans un an, avec des surcompensations, ça va créer des pathologies. Donc c'est intéressant aussi des fois, vous savez, c'est comme une voiture, de faire un petit contrôle de temps en temps, voir ce qui va. Parce que on peut faire des trucs aussi, mais c'est bien aussi de faire appel à des professionnels dont c'est la spécialité aussi, même si maintenant il y a beaucoup de coachs qui se forment aussi à la kiné et à autre chose. Donc voilà globalement. Je vois l'heure qui tourne et j'ai envie de parler de plein de trucs. Donc justement, on va parler de bah, la partie qui va peut-être faire débat ou pas, hein. Mais c'est vraiment sur la réaction que tu as eue et que Ouais. je trouve légitime et quand même enfin, voilà, juste quoi. C'est du coup, tu as dit, Théo, que en gros, enfin, t'attendais de voir. Moi, j'ai bien aimé aussi ton discours parce que ton discours est mature et ton discours est, tu prends pas de position. C'est encore trop tôt, on va dire. T'attends que Ouais. les choses se passent pour vraiment tirer des conclusions.
je précise parce que si tout le monde pouvait être comme ça serait vraiment top. Merci. Trop d'éloges. Ouais, non, mais vraiment. Tu vois, en gros, avoir un discours qui est vraiment mesuré et voilà, et juste, quoi. Donc, ouais, tu parlais justement du fait, donc là, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un remaniement au niveau de la Fédération nationale de streetlifting où ils ont instauré, en tout cas pour le parcours professionnel, euh, le fait de faire partie d'une équipe justement qui est professionnelle avec certains prérequis. Et toi, tu parlais aussi du fait que peut-être que ça met pas en lumière les petits coachs qui aussi ont travaillé dans l'ombre pour potentiellement, et là on pourrait reparler de Max qui a intégré une nouvelle équipe. Voilà, moi je sais déjà ce que je vais te dire, mais j'attends aussi la réaction de Max par rapport à ça, parce que je crois qu'on en a, d'ailleurs, on n'en a jamais vraiment parlé. Non. Donc voilà, je vous laisse la parole et puis je réagirai ensuite. Mais c'était pour poser un peu les. Oui, le contexte. Voilà. Ben, je Vas-y, sais pas. honneur au boss. Au boss. Bah ouais, c'était un petit peu ça, parce qu'en gros, ce qui m'est arrivé, c'est que quand tu travailles avec un athlète pendant 3-4 ans, que en vrai, tu passes du temps, tu vois, tu développes une relation. Moi, c'est plus juste un athlète, tu vois, là, c'est devenu un ami. Il est déjà venu chez moi, on a déjà discuté plusieurs fois de préparation physique. Là, ce week-end, il y a les rencontres de la performance qui sont organisées par Secret d'entraîneur. On s'y retrouve, tu vois. C'est un séminaire avec plein d'entraîneurs et tout, donc ça, c'est vraiment cool. On arrive encore à se faire des événements comme ça, donc il n'y a vraiment aucun problème, tu vois. Mais c'est juste que comme c'est tout nouveau, que la FNSL est en train de, comme tu dis, se remanier, et il y a des choses qui se passent un petit peu, pas dans l'ombre, mais qui se passent rapidement. Tu vois, il y a une période de mercato qui doit être décrétée. Au final, moi, forcément, j'ai un peu moins de force de frappe que certaines équipes. Tu peux te dire, ouais, mais c'est dommage parce que finalement, ce transfert-là va être fait dans l'ombre. Et donc, est-ce que quelque part, il n'y a pas un risque que potentiellement le travail qu'on ait fait, lui et moi, il soit un peu mis de côté, tu vois, et que d'un coup, tu le vois surgir. Enfin, on voit très bien qui c'est, on sait que c'est un gros athlète, qui a un gros potentiel. Moi, j'espère que dans la nouvelle équipe avec laquelle il est, et franchement, je ne doute pas, il va exploser. Et c'est très, très bien. Je suis très content qu'il soit là-bas. Mais toi, tu te dis, c'est dommage parce que s'il n'était pas passé par moi, peut-être qu'il n'aurait pas pu accéder à cette équipe-là, entre guillemets, sans vouloir jeter des fleurs ou quoi, tu vois. Et ça peut être valable pour n'importe quel coach. Et donc, soit, en fait, moi, la façon dont je vois les choses, c'est soit on arrive à avoir une alliance pour dire, OK, on envoie tous les athlètes ne vont pas pouvoir être traités par une équipe élite. Et donc, les coachs autour vont pouvoir permettre d'accompagner des athlètes vers le niveau élite, intégrer les équipes élites et représenter, du coup, le streetlifting français à l'international sur les championnats du monde ou sur les Europes. Et ça, c'est excellent, parce que du coup, ça nous fait briller encore plus. Mais du coup, il faut pouvoir, comment dire, pas récompenser, mais au moins dire qu'il y a eu un travail presque de main dans la main entre et les équipes qui sont bien installées et ceux qui travaillent un peu plus de leur côté, en gros. C'était plutôt ce que je disais dans le podcast, c'était vers ça, vers quoi on va en discuter, quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était un peu mon interrogation, du coup, que j'avais émis. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, il est encore avec toi, ton athlète, ou il est, Non, il ça a est coaché par été. Il l'équipe est et, déjà. il fait partie de l'équipe, du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça? Pour l'instant, je ne fais pas plus de révélations que ça, parce que je crois que ça n'a pas été encore annoncé. J'ai pas envie de mettre de porte-à-faux ou ce genre de choses, tu vois. Donc pour ça, je Ouais, reste ouais, un ouais. peu. J'ai Ah pas ouais, envie ouais, ça marche. que ça lui porte préjudice, en gros, si tu veux. Parce Non, que non, c'est oui, vraiment, non, mais t'as raison. c'est Ouais, vraiment parce que pas le. nous, tu vois, dans le fonctionnement de ce qu'on a fait dans l'équipe, là, Ouais, on a aussi intégré les coachs, tu vois, les coachs des athlètes au système, tu vois. ok. D'accord, oui. Bah, moi, c'est vrai que ça, c'était quelque chose où ils ont posé il a demandé, tu vois, s'il pouvait continuer, parce que lui, c'était sa volonté de pouvoir continuer avec moi. Et ça a été refusé, je pense, d'un point de vue pour recadrer la structure, si tu veux, ce que je comprends tout à fait, et j'en leur en veux pas du tout. C'est pas du tout le souci. Moi, au contraire, je peux comprendre tout à fait que les équipes veulent dire, bah, OK, nous, on a envie de connaître. Enfin, c'est quand même plus facile d'avoir les coachs en interne qui gèrent les équipes, qui gèrent les athlètes aussi, tu vois. Parce que sinon, il faut communiquer avec potentiellement l'athlète ou enfin le coach aussi de l'athlète. Si tu as plein de coachs, du coup, tu sais pas trop ce qui se passe. Tu n'isoles pas les facteurs, tu vois. Tu as Ouais. plein de choses qui peuvent se passer. Je pense que c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc, je peux comprendre parfaitement qu'il y ait ce choix-là. Tu vois.
Donc après, c'est Ouais, ouais, intéressant ouais. que tu aies pu intégrer les coachs des athlètes en récupérant du coup des athlètes dans ton équipe. Ça, c'est plutôt cool aussi. Vas-y, Bah, Marco, si tu veux faire en le fait, débrief. ouais, bah après, j'attends que tu fasses une surcouche après de ton côté. Mais en fait, justement, alors, je pense que pour réagir à ça, moi, enfin, en fait, je comprends totalement. Et je te dis, je trouve ça légitime. Je pense que maintenant, c'est la responsabilité des équipes et la vision des équipes de faire ce que tu as dit. Enfin, parler, mettre en avant aussi les coachs si on veut les garder. Et nous, en fait, on a fait ce choix-là parce que justement, cette année, c'est un petit peu une année blanche. Ok. C'est une année de remaniement, etc. Et justement, au tout début, pour être très honnête, je me suis dit, bon, allez, les gens que je vais intégrer, de toute façon, je vais leur dire, il faut obligatoirement qu'ils se fassent coacher par nous. Ok. Et en fait, je suis revenu sur ce que j'ai dit parce que pour moi, c'est trop tôt. Et pour moi aussi, les gens doivent réaliser la plus-value de faire partie d'une équipe. En fait, en gros, euh, on prend le pari que ça vienne d'eux. Que Ok. après, en fait, ils auront conscience que, et tu l'as dit, et alors là-dessus, bon, bah, je te rejoins à 2000% parce que bah, nous, on a une équipe quand même depuis 3 ans et demi maintenant. Ok. C'est que, en fait, si tu coaches pas l'athlète qui fait partie de ton équipe, euh, bah, en fait, des fois, c'est frustrant aussi, hein, parce que t'as pas la main sur ce qui s'est passé. Mm. Alors, bon, bah, des fois, bon, bah, s'il a de la chance, le mec, il se fait coacher par un bon coach. En tout cas, quelqu'un qui a su bien faire les choses. Peut-être des fois, ça va être un peu moins bien fait. Euh, et du coup, tu vas pas avoir la main là-dessus et ça va être un peu embêtant puisque le Oui. résultat final bah, impactera l'équipe Exactement. en fait, tu vois. Donc, en fait, bon, voilà, c'était cette réflexion. Et nous, en fait, on s'est dit, bah là, pour cette première année, non, on va pas faire comme ça. On va être beaucoup plus souple par rapport au fonctionnement. Et justement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des athlètes, parce que tous les athlètes qui font partie de l'équipe, cette année, il y en a 13 athlètes. Les 13, ils sont pas tous coachés par Leaf Trainer Ok. la majorité. Mais ceux qui ne sont pas coachés, bah, moi en tout cas, j'ai tenu à avoir chaque coach au téléphone, qu'on parle, qu'on discute et aussi les rassurer parce que je voulais pas du tout qu'ils pensent qu'on était dans une optique de, entre guillemets, hein, gros guillemets, voler leur athlète ou des choses comme ça. Et on a bien dit que, par exemple, sur les récaps vidéo qu'il y aurait, etc. Ils seront aussi mis en collaboration. Dans la description, on parlera d'eux, etc. Ils ne seront pas évincés. Ils feront partie de l'entité. Parce que pour moi, c'est un peu trop tôt on va dire, trop cadrer les choses à ce niveau-là, en tout cas être trop Ouais. rigide par rapport à l'intégration des athlètes. Donc après, comme je te dis, je pense que ça, c'est le choix revient aux équipes. Chaque Oui. équipe fera différemment. Nous, on a fait comme ça. Justement, on va voir aussi, parce que nous aussi, hein, on est dans une optique d'analyse. On va voir comment ça va se passer. On en tirera des conclusions. On fera peut-être des rectifications sur justement les prérequis pour faire partie de l'équipe et tout. Bon, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et voilà, je sais pas si tu voulais rajouter un truc, Max. Bah, en vrai, il y a un truc qui est logique, mais que les gens oublient peut-être. C'est que, bon, là, il y en a qui ont fait des équipes pour faire des équipes. J'ai vu des gens, tu sais, qui s'étaient rassemblés juste pour pouvoir participer, tu vois, en disant, genre, bah, on est deux, on se rassemble, on est une équipe. Ouais. Mais nous, dans le processus, ça reste quand même un investissement. Comme on disait au début, on est trois entrepreneurs, en vrai. Ça reste un investissement, ça va nous coûter de l'argent parce qu'on met à disposition plein de choses, déjà du temps. Tu vois, par exemple, on fait des appels avec les athlètes pour savoir comment ils vont, comment va leur prépa, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, pour parler, qu'ils s'apprennent à se connaître, que ça crée vraiment une communauté, tu vois. Donc c'est déjà de l'investissement de temps.
Pareil, la gestion de tout ce qu'on fait autour, parce qu'on gère du coup leurs déplacements, on gère les hôtels, on gère tout le jour J, tu vois, pour qu'ils soient vraiment le mieux possible. Il y a aussi de l'investissement sur les équipements, parce qu'ils vont avoir une tenue, les investissements sur les récaps vidéo. Enfin, il y a plein de trucs qu'on va investir. Et je comprends le principe dans une première année, c'est cool de pas tout changer d'un coup, tu vois, que ça soit pas non plus, comme il disait Marco, le fait de voler les athlètes, tu vois. Mais la plupart, je pense, ils vont se rendre compte que tout ce qui va être mis autour, c'est vraiment, entre guillemets, monstrueux pour le sport qu'on est aujourd'hui. Et le but, c'est vraiment qu'ils se rendent compte de ça et qu'à la fin, comme disait Marco, le but, c'est que d'eux-mêmes, ils voient la plus-value et que d'eux-mêmes, ils se disent, genre, j'ai besoin d'un truc aussi bien, tu vois. Pas de dire que c'est mieux que ce que font leurs coachs aujourd'hui, mais juste que leurs coachs, ils n'ont peut-être pas la possibilité. Et après, c'est là que le côté petit coach, on va dire, peut pêcher. Il y en a beaucoup qui sont pleins sur ça et en vrai, je comprends. Hein. Mais en vrai, c'est le monde de l'entrepreneuriat. On va dire, ça marche aussi avec les équipes de foot. Hein. La plus grosse équipe, elle achètera les meilleurs joueurs. Et l'équipe la plus petite, il faudra qu'elle se fasse elle-même ces petits joueurs qu'elle va devoir faire monter petit à petit, qui va peut-être être acheté par des grosses équipes. Enfin, c'est le principe de tous les sports. En vrai, ça marche comme ça. Hein. Mais le gros but final, c'est vraiment que la plus-value, elle soit tellement incroyable que eux d'eux-mêmes, ils se disent, ouais, je peux pas me passer d'un truc aussi bien. Et comment ils ont fait, par exemple, en Power par rapport aux équipes, du coup? Parce qu'ils ont des sélections un peu différentes, non? Ils n'ont pas vraiment une équipe. C'est plutôt, il y a Alors, C'est des clubs. Eux, il c'est y a plus des une clubs, genre. fédération. Et ouais. en fait, le principe d'équipe, il intervient juste à l'international. C'est que, en fait, il y a des équipes de France. Et par contre, de ce que je connais, si je me trompe, vous me corrigez en commentaire, c'est que déjà, par exemple, un athlète qui fait une comp internationale sous l'équipe de France, Ouais. déjà, il est coaché par le coach de l'équipe de France. Et son Ok. coach, en gros, il est vraiment mis de côté. Et Ouais, c'est ça. carrément, les décisions au niveau des essais, c'est pas l'athlète qui a le dernier mot. Le coach. C'est l'entraîneur c'est l'entraîneur de l'équipe de France qui prend les décisions. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu de vives réactions par rapport à ça. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'équipe dans le powerlifting. Finalement, ça se passe différemment. Et là, moi, je trouve d'ailleurs ça cool dans une certaine mesure qu'on prenne un chemin qui est quand même un petit peu différent que le power. Ouais. En Power, il me semble que t'es pas obligé de payer ta licence à un club. Tu peux pas l'acheter toi-même. Il n'y a pas un truc comme ça. Tu dois faire partie d'un club pour pouvoir te licencier. Et il doit avoir une histoire avec, Euh, tu ouvres une association, après l'association, du coup, elle fait licence Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. à la fédération, et toi, du coup, tu peux adhérer à l'association en tant que pratiquant. Il doit y avoir un truc comme ça, il me semble. Ouais. Je suis pas sûr. Hein. Mais je crois Il y aussi a que c'est des un truc dans le genre. licences individuelles et je crois qu'il y a deux types de licences chez eux. Hein. C'est licence individuelle et licence au sein d'un club ou un truc comme ça. Mais Ok. ouais. Ouais, donc ouais, c'est pas évident. Hein. En fait, on est un peu dans le flou là. Hein. On ne sait pas encore trop comment ça va se goupiller, tout ça, et qu'est-ce que ça va donner finalement. Après, l'objectif, c'est quand même de structurer la pratique et vraiment la volonté qui a été faite là avec le nouveau bureau de la FNSL, c'est vraiment aller vers la professionnalisation du sport et vraiment avoir deux parcours, un parcours amateur et semi-pro et un parcours professionnel. Donc, je pense que ça peut quand même être très cool aussi. Enfin, maintenant, faut voir hein, ce Après, que ça a il donné. faut avoir des données. Il faut Mm. des données pour avoir du recul, parce que là, du coup, c'est tout neuf, donc on peut pas trop savoir. T'aimes trop les Mais, datas, toi. Ça se voit ouais, que mais t'aimes trop les datas. t'es obligé, t'es obligé. On T'es est dans la même obligé. sauce. Si tu veux prendre des décisions qui sont correctes, tu es obligé d'avoir un peu de recul. Donc, on peut être en accord ou pas en accord avec la décision. Dans tous les cas, ça n'a jamais été fait. Et dans tous les cas, le sport, il ne pouvait pas rester comme il était avant. Parce que sinon, ça allait tourner en rond. Et je pense que les derniers temps, on commençait à avoir un désintérêt, tu vois, même de la part des athlètes et des organisateurs, parce que à quoi bon à faire des compétitions jusqu'à 21h avec une organisation qui est difficile à tenir parce que tu manques de bénévoles, ce qui sont là sur 2 jours d'affilée, parce que à la fin, ça commence à contester les jugements. Il suffit que tu arrives en gros groupe et puis après, tu peux faire valider ta répétition. Alors que, enfin, tu vois, ouais, mais c'est vrai, mais c'est la vérité. Ça s'est passé et je l'ai vécu, tu vois, je l'ai vécu parce que pareil, Ouais, ouais. Je me rappelle. Hein. en tant que petit coach encore,
qui est pas bien installé parce qu'en plus, je pense, le fait d'être dans le sud et comme beaucoup de choses se passent dans le nord, bah, tout le monde se connaît plus facilement parce qu'on est plus dans cette région là-haut. Il y a beaucoup de choses qui se passent en haut et en bas. Bon, bah, c'est encore un peu. Le gars que je connais en street, il y a Tom Berthier. C'est le seul qui représente le sud. Tous les autres, après, malheureusement, je suis désolé, je connais pas tout le monde. Mais même, tu vois, moi, tu me vois de temps en temps apparaître en compétition, puis après, tu me vois plus pendant 6 mois. Tu vois, donc, c'est des trucs comme ça. Mais j'ai un peu perdu le fil de ce que je disais. Mais oui, T'es sur l'argent des bénévoles. Ouais, Ouais, il y a on ça. parlait aussi des contestations, en fait. C'est Voilà, des des contestations. En tant que petit coach, tu n'as pas les mêmes droits que quelqu'un qui est bien reconnu aussi, tu vois. Et ça, c'est pas normal. Ça, on est d'accord. Hein. Bah, le règlement, c'est le règlement. Mais je pense que tout le monde Bah l'a oui. plus ou moins vécu au moins une fois, tu vois, Ouais, que ce ouais. soit en tant que coach ou athlète, en vrai. Ouais, ou même, comment je sais plus comment on dit en anglais, mais la perf privilège, Ouais, c'est-à-dire le fait d'être un gros athlète, se faire valider des trucs Mm. qui seraient complètement invalidés si c'était un random ou des trucs comme ça, quoi. mais ça, Genre, c'est un si vrai Ça, tu fais un record du on monde, l'a t'es pas vu obligé de plein de fois. respecter les ordres. Ouais, voilà, ou les standards, carrément. Mais ça, c'est un vrai sujet, ça. Hein. Ouais. Il suffit que tu passes une perf qui n'a jamais été passée sur un mouvement. Il y a tellement de hype, et même avec Ouais. la fatigue et tout le contexte autour, tu vois, que tu laisses passer, mais c'est valable pour tous. On est humain, c'est un sport qui est fait valider par des humains. Donc Mm. forcément, il y a de la subjectivité et il y a des erreurs. Il n'y a rien qui est parfait. Et même avec la nouvelle structuration, en vrai, il y aura des erreurs. Et c'est normal. Mm. C'est juste que parfois, il y a eu des abus. Et ça, c'est la petite subtilité. Enfin, moi, j'ai estimé qu'il y avait eu des abus, en tout cas. Oui. Bah, quand Ah, tu fais 2 fois une erreur, c'est plus une erreur. Genre. ouais, potentiellement. Tu vois, c'est pareil, je sais pas, je pense que c'est compliqué à gérer. Je pense que je vais sur un terrain qui est un peu glissant, mais je pense que c'est compliqué à gérer. C'est que si tu as un gars qui est juge, mais qui aussi fait partie d'une équipe, tu vois, comment tu fais pour garantir, entre guillemets, son honnêteté, sans le remettre en question, sans dire que tout le monde est malhonnête? Comment est-ce que tu fais pour garantir son honnêteté? Tu as quelqu'un qui est de chez French Forge, qui va juger un athlète de Lift Trainer. Est-ce qu'il va pas être plus dur que s'il avait un athlète qui vient de la même équipe, tu vois? Mm. J'ai pris ça comme ça, hein, sur les Oui, équipes. oui, oui. Voilà. Après, c'est comme dans le foot, hein. Tu sais, les arbitres, ils sont Ouais, évalués constamment et du coup, ça les oblige à maintenir un certain niveau. un Tu vois. certain standing, ouais. Ça Du arrivera coup, sûrement petit à petit, tu vois, mais ça demande quand même des moyens. Ça veut dire qu'il faut que t'as un mec on a déjà du mal à trouver des arbitres, ça veut dire qu'il faut en plus un mec qui examine l'arbitre, qui a déjà ouais. un gros niveau, qui connaît tout sur le bout des doigts. Après, c'est sûr, c'est cool, hein. Mais le jour où on arrivera à ça, tu pourras maintenir du coup des standards. Tu vois, un mec qui fait n'importe quoi. Tu sais, dans le foot, par exemple, tu as des systèmes de signalement. Tu vois, un arbitre qui fait n'importe, il va être signalé une fois. Bah, la fois d'après, il va se retrouver avec un mec pour l'examiner, tu vois. Ouais, ok. Ben voilà, ben ça, je pense qu'à terme, après, vous allez aller vers Ça prend du temps, hein, mais ah, mais bien sûr. Bien sûr, mais c'est vrai que là, dans le système dans lequel on était actuellement, ça ne pouvait pas rester comme c'était. Et forcément qu'il faut mettre des trucs en place et qu'il faut tester. Et peut-être qu'après, vous serez même amené, dans toutes les personnes qui font partie du bureau, à remanier complètement le Mm. truc, ou en tout cas prendre une autre direction, je ne sais pas. Tu vois, mais dans tous les cas, il faut Mm. essayer. Donc bon. Mm. Ouais. Ouais, putain, bah ça, c'est un bon mot de la fin, ça. c'est une belle Faut vision. essayer. Donc, laissez les gens essayer et après, vous en tirez vos conclusions. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, parce que sinon, tu n'es que théorique. Tu dis en théorie, ça devrait fonctionner. Et après, Mm. tu es obligé de passer à la pratique pour voir comment ça marche, mais c'est partout pour tous Ouais. les domaines. Donc, bah, tu le montres Laisser à erreur. tout, et voilà. Oui, c'est ça. Tu verras s'il y a des couacs, et s'il y a des couacs, bah, tu feras mieux l'année d'après. Que tu veux y faire, de Ouais. toute façon. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. On arrive déjà à 1 heure de podcast Arrête. et je sais que, je te jure, hein, ouais, c'est passé. Mais en fait, on va être obligé malheureusement de te réinviter pour un autre épisode. Oh là là, quel dommage. Ouais, c'était extrêmement désagréable. Et du coup, justement, Théo, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Ben moi, vous m'avez sur Instagram, c'est cavateo-SW, ou alors sur YouTube, du coup, je poste essentiellement sur ces deux plateformes-là, où vous trouverez mon petit lien dans la bio Instagram, là. Et après, il n'y a plus qu'à regarder les podcasts, du coup. J'en fais un par semaine, j'essaie de tenir le rythme. Puis on verra jusqu'où ça me mène. Bon, en tout cas, c'était bien cool de te recevoir. On fera un autre épisode avec toi, Théo. Merci, Et merci pour l'invitation. si vous êtes resté jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous lâcher une note de 5 étoiles sur Spotify, ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao, équipe. Salut. Ciao.